Donc c'est une nouvelle émission de l'Institut des Libertés. Et là, on fait une émission sur un livre de plus, parce qu'on en a déjà présenté pas mal. Alors, je vais vous présenter cette fois-ci, et je vais surtout le laisser parler, Régis de Castelnau. Alors, on se connaît depuis très longtemps, on a été dans des tas d'endroits ensemble. Et là, votre livre m'a intéressé parce que il y a deux choses. Vous expliquez comment la justice ne marche pas en ce moment. Vous êtes une série de choses que vous avez à reprocher à la justice. Mais j'aimerais que vous avez beaucoup d'expérience, vous n'avez pas perdu ni votre enthousiasme, ni vos illusions. Vous continuez à vouloir un monde meilleur, vous voyez, vous n'êtes pas résolu à simplement aller à la soupe comme beaucoup d'entre nous, ou d'entre eux. Et je voudrais que vous m'expliquiez, à votre avis, qu'est-ce que serait qu'une justice convenable? Parce que c'est un des gros problèmes. C'est à partir du moment où on rentre dans un gouvernement des juges, c'est impossible. À partir du moment où les juges sont corrompus, c'est impossible. À partir du moment où les juges sont corrompus par la politique, c'est impossible. La séparation des pouvoirs, la justice a toujours été un gros problème. Alors, si je peux me permettre, c'est la bien sûr. Non, mais il y a une chose que vous avez dite qui est tout à fait essentielle. Elle est actuellement la justice corrompue par la politique. C'est ça qui est un phénomène nouveau pour la France, corrompue par la politique dans la mesure où je considère, et j'espère en faire la démonstration, puisque moi c'est une démonstration, c'est aussi un réquisitoire, qui doit nécessiter d'être discuté, amendé si nécessaire. Moi, je vois aucun inconvénient. Je crois au débat contradictoire. J'en ai fait toute ma vie en tant qu'avocat. Ah, mais vous êtes dans la maison des débats contradictoires. Voilà. Et on élabore comme ça des approches, des vérités. Alors c'était la vérité judiciaire, mais il y a des vérités scientifiques, des vérités historiques. Tout ça se fait dans la confrontation et le doute. Alors moi, j'ai fait ce réquisitoire parce qu'aujourd'hui, la justice française, me semble-t-il, est malade de sa politisation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vais essayer de l'expliquer, parce qu'immédiatement on va penser, c'est les juges rouges, c'est pour ça qu'ils sont laxistes, c'est pour ça qu'ils font ceci ou qu'ils font cela, ce qui est, en ce qui concerne le constat, relativement exact. J'ai changé d'opinion sur la question du laxisme, mais je pense qu'aujourd'hui, le problème vraiment très préoccupant, c'est que elle a construit dans un processus d'une trentaine d'années une autonomie politique qui en fait aujourd'hui un acteur dangereux. Dangereux pour la démocratie, dangereux pour la démocratie représentative qui est la nôtre, sous la forme de la République, et dont la Constitution exige qu'il y ait la séparation des pouvoirs. S'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, nous n'avons plus de Constitution. Montesquieu disait ça, à juste titre. Et aujourd'hui, on est quand même bien malade dans la mesure où on a un pouvoir exécutif qui, depuis le quinquennat et l'inversion du calendrier, c'est-à-dire l'élection de l'Assemblée nationale juste après la présidentielle, fait que le législateur français aujourd'hui n'est plus un législateur, il est une espèce de chambre d'enregistrement destinée à donner au président élu au suffrage universel les moyens de la mise en œuvre de son pouvoir exécutif. Déjà, j'ai un gros problème. La difficulté avec la justice, c'est qu'aujourd'hui, elle est dans un processus que je détaille, sur lequel je reviens, parce qu'il y a le livre est assez long, parce qu'il y a une partie historique sur ce qui s'est produit, et elle a construit une autonomie, une indépendance qui, de façon très paradoxale, a débouché non pas sur l'impartialité, l'indépendance, le mantra qu'on psalmodie tout le temps. C'est quoi? C'est le moyen de l'impartialité du juge. Or, le paradoxe, c'est que la justice française a conquis une forme d'émancipation vis-à-vis du pouvoir politique, et législatif bien évidemment, mais en s'appuyant sur le quatrième pouvoir d'ailleurs, en s'appuyant sur la presse, mais que cette conquête de l'indépendance, par cette forme d'émancipation, a débouché sur le paradoxe que c'est l'outil de la partialité politique, et ça, je pense que c'est extrêmement dangereux. C'est dangereux, et je pense qu'on va examiner, je vais donner quelques exemples, et être très prosaïque. Très prosaïque, mais attendez, ce que vous êtes donc en train de nous dire, c'est que dans le fond, le rôle d'un juge, comme vous l'avez dit, c'est d'être impartial. C'est-à-dire qu'on lui amène les faits, et quelque part, il juge en son âme et conscience. Et en fonction des textes qui règlent la façon dont il juge. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que il y a toute une série de gens quand ils sont juges, qui prennent des décisions qui sont prises en fonction de critères politiques
qu'on leur a soit enseigné, soit qu'ils ont adopté, soit parce qu'ils sont dans un parti et qu'il faut éliminer l'autre, etc. Donc, les juges sont devenus des parties prenantes des bras armés du bras exécutif, quoi. Non, c'est justement... C'est pas le mur des cons, je veux dire, la meilleure explication de tout ça. Alors, le mur des cons, c'est le symptôme, c'est l'expression de ce que j'avance, c'est-à-dire cette partialité revendiquée. C'est ça qui est extraordinaire. Hein. Quand il y a eu le mur des cons, le plus scandaleux, on apprend qu'il y a dans un local ouvert à tous les vents, il y a des justiciables et des institutions, le président de la République en exercice, qui sont épinglés et injuriés sur ce tableau. Dans le local d'une organisation syndicale de magistrats. Je suis désolé, alors on a fait des procédures pénales, le droit de la presse et tout ça, c'était ridicule. Alors la semaine dernière, la Cour de cassation a sanctionné Madame Marthe, elle n'a pas été sanctionnée Madame Marthe. Les magistrats qui ont commis cette infamie, parce que je suis désolé, c'est déshonorant pour les magistrats, auraient dû passer devant le Conseil supérieur de la magistrature et être lourdement sanctionnés sur le plan disciplinaire. C'était un problème disciplinaire. Alors, sur la justice, il y a deux problèmes. Effectivement, définition de son rôle et tradition française. Pas oublier que nous avons une longue histoire, passionnante d'ailleurs. Il y a les parlements, il y a Maupeou qui leur fait des misères, il y a ensuite Louis XVI qui recède, et il y a les révolutionnaires qui ont qu'une peur, c'est que les parlements reviennent et que les juges reviennent et qui ont peur du gouvernement des juges. Donc on va les mettre au pas, et celui qui va le mieux réaliser ça, il s'appelle Napoléon Bonaparte. Bon. Et donc il va construire une justice en faisant une chose importante, c'est-à-dire en faisant un seul corps. Dans la magistrature, on met, avec ce statut, le parquet, autorité de poursuite, et le juge du siège, le juge arbitre. Mais le parquet, dans le principe, il fait partie de l'exécutif, non ? Oui, monsieur. C'est bien pour ça. Et pourquoi le parquet ? Pourquoi y a-t-il qu'un seul corps ? Bonaparte dit, et Napoléon après, comme ça, ils surveilleront les juges du siège qui vont pas nous emmerder. D'accord. Oui, c'est ça l'histoire. Et c'est pour ça que je suis pour un retour à la séparation radicale des deux fonctions. Toujours est-il que, et la justice française a été de tout temps une courroie de transmission du pouvoir exécutif. Faut être sérieux. Une justice qui recevait des ordres, qui était relativement soumise. Alors il y a toujours le fameux exemple de la Deuxième Guerre mondiale où il y a un seul des magistrats qui refuse le serment à Philippe Pétain. Il faut pas oublier ceux qui ont été résistants et qui l'ont payé de leur vie. Il y en a eu. Alors, je vous arrête une seconde. Je me suis toujours demandé ce qui lui était arrivé à ce magistrat. Est-ce qu'on le sait après ? Il a été foutu dehors et puis c'est tout. Je crois qu'il était assez âgé. Lui a dit non, il n'y a pas de principe. Non, il a pas eu de. Je crois pas qu'il ait eu des soucis. En revanche, Parodi, compagnon de la Libération, il y en a un autre dont le nom ne me revient pas également, compagnon de la Libération. Parodi l'a payé de sa vie. Donc son engagement dans la résistance, et donc faut pas non plus trop généraliser. Il n'empêche quand même que les magistrats qui ont jugé les résistants jugeront les collaborateurs, jugeront ensuite le FLN et après les gens de l'OAS. Donc il n'y a pas de problème, ils sont toujours présents. Au début des années 90, les choses ont évolué. Éclate le grand scandale de la corruption politique, c'est-à-dire de l'utilisation de la décision publique pour financer les activités politiques. En France comme en Italie. Alors en Italie, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont un système de parti assez proche de celui de la 4e République. Il y a un pool de magistrats qui lance l'offensive et tout s'effondre. Tout s'effondre, les partis disparaissent, les hommes politiques aussi. Le Parti socialiste disparaît. Oui, tout à fait. Son leader part en Tunisie d'ailleurs. Bettinocratie s'en va en Italie. Et tous, il y avait un système de financement de la vie politique par le biais de la corruption sur la commande publique. C'était pareil en France. Alors, eux, ils font manipulite, c'est-à-dire main propre. Ils foutent tout le monde dehors, tout s'effondre. Après, ils auront Berlusconi. Donc ça amène Berlusconi, d'ailleurs. Ça amène Berlusconi. C'est pour ça qu'il faut manier ça avec précaution. En France, on fait pas comme ça. On a l'explosion des affaires. Ça concerne d'abord le Parti socialiste, qui vient d'arriver au pouvoir dans les années 80 et ivre de cette entrée dans les salons de la République, avec les années fric, avec toute cette période particulière, avec l'amoralisme de François Mitterrand. Eh bien, on se retrouve avec l'affaire du Carrefour du développement, etc., etc. Et là, la droite se précipite
sur ces affaires, plutôt que de faire de la politique, plutôt que de battre politiquement ses adversaires, autant utiliser les magistrats. Donc on a, dans un premier temps, c'était plutôt la droite qui était le commanditaire, avec des magistrats qui en profitaient. Vous vous rappelez peut-être de Thierry Jean-Pierre. Je suis un socialiste déçu, mais la première chose qu'il va faire, après qu'il ait conquis un peu de gloire médiatique, c'est d'aller chez Philippe de Villiers pour être parlementaire européen. Donc, les choses changent à chaque alternance. C'est-à-dire que pendant qu'un courant est au pouvoir, l'autre courant se sert des affaires politico-financières. Vous avez un triptyque un peu dangereux, à mon avis, qui pousse à la roue en direction de cette utilisation de la justice à des fins politiques. Vous avez l'opinion publique. Hein? Alors on critique beaucoup les gouvernants, mais parfois j'aimerais aussi qu'on critique les gouvernés. L'opinion publique menée un peu par la presse, non? Parce que... Alors le triptyque, on a l'opinion publique, c'est facile aussi, hein, tous pourris, etc. Hein, mais ça évite d'aller voter. Hein. On a vu au municipal de cette fois-ci ou la législative de la fois d'avant. Les municipales, ça a été. Alors bon, il y avait la pandémie, mais quand même une caricature. On a ensuite la presse et on a les magistrats qui se disent on va faire alliance en s'appuyant sur l'opinion publique avec la presse pour affaiblir le champ politique, la classe politique. Et cette classe politique qui a beaucoup à se faire pardonner accepte de servir d'exutoire en espérant que ça tombe sur le voisin. Donc, ce sera non pas une opération main propre, mais ce que j'ai appelé une opération main moite. Hein, c'est-à-dire qu'on en prend de temps en temps, hein, et on le massacre et on se passe les nerfs dessus pour montrer que en France aussi on lutte contre la corruption. Alors ce sera Carignon, ce sera Michel Noir, et alors va se produire à ce moment-là un phénomène. Il y avait ce juge d'instruction qui était norvégienne qui a martyrisé toute une série de gens, comment elle s'appelait déjà? Eva Joly. Eva Joly. Elle a été spécialiste de la chose, non? Non, elle était nulle. Elle était spécialiste. Non, mais elle s'est donnée beaucoup de mal. Non, mais avec Laurence Wisniewski, c'était de ces magistrats, à l'époque, qui étaient de ces magistrats justiciers, soutenus par la presse, et qui, effectivement, faisaient mousser leurs affaires, en utilisant des méthodes parfaitement discutables, hein, et une fois qu'elles avaient acquis la notoriété qu'elles souhaitaient, elles allaient battre monnaie dans la sphère politique. Elle a été candidate à l'élection présidentielle. Laurence Wisniewski est aujourd'hui députée LREM, hein, qui était sa comparse dans les misères qu'ils ont fait à Dumas, l'ancien ami et ministre de François Mitterrand. Et donc accessoirement de la justice. Oui, et président du Conseil constitutionnel, à peu près tout fait. Donc, alors le problème, c'est que dans toute cette période, alors le temps des justiciers se passe, hein. Ça fait longtemps qu'elle est partie, Eva Joly. Hein, une des premières choses qu'elle a fait, ça a été d'être le conseil de Monsieur Ravalomanane, qui était le président malgache, un des présidents les plus corrompus d'Afrique. Hein. J'en parle dans mon livre, hein, oui, tout à fait. Elle a rien vu, rien entendu. Bon, donc non, c'est quelqu'un de tout à fait méprisable. Enfin, ça, c'est mon opinion. Et elle fait partie effectivement de ces justiciers qui avaient moins de convictions politiques que d'ambition de notoriété, c'est pour pouvoir aussi éventuellement battre monnaie quand c'était possible. Vraiment, quand je dis battre monnaie, c'est pas seulement pour acquérir du capital symbolique. Bien, ce qu'a fait Eva Joly. En revanche, viennent après des magistrats qui sont des militants, ceux-là. Des militants parce que la droite est au pouvoir assez longtemps, puisque on a, même s'il y a cohabitation, hein, on a quand même les 2 mandats de Jacques Chirac, hein, donc ils ont un certain poids même pendant le premier. Enfin, il y a 5 ans qui sont stérilisés par la dissolution perdue. Et ensuite, il y a le mandat de Nicolas Sarkozy, qui est détesté par la magistrature pour tout un tas de raisons. Par beaucoup de gens, il est détesté. Hein. Il y a une haine de Nicolas Sarkozy que je trouve personnellement un peu irrationnelle. J'ai jamais voté pour lui. Je suis pas prêt de le faire. Mais pour autant, je trouve que c'est devenu un peu compulsif. Et on a vu un peu la même chose avec Trump aux États-Unis. Mais j'ai jamais très bien compris pourquoi les gens le détestaient comme ça. Ça me laisse absolument pantois. J'ai jamais très bien compris. Alors, on va se faire une toute petite incise sur ce qui s'est passé aux États-Unis. Bon, il se trouve que j'ai trouvé ça passionnant
passionnant. Hein. Je me suis beaucoup amusé avec le fonctionnement de la Constitution américaine, ce droit pragmatique est fondé essentiellement sur l'équité, alors que nous, on est des pays de droit écrit, la loi, etc. Et donc, j'ai vu effectivement, alors bon, je suis persuadé qu'il y a eu des fraudes, et ce d'autant qu'il a perdu 32 000 voix. Hein. Il avait 7 millions de voix de retard peut-être, mais il a perdu 32 000 voix dans les swing states. Il suffisait que les 32 000 voix qui bougent pour qu'il soit élu. Bien. Et donc, compte tenu, alors là aussi, j'ai une certaine expérience en matière électorale. Je pense que irrégularité et fraude ont permis cette élection. Ce que je constate simplement, c'est qu'il y a eu quand même un rejet de Trump dans l'électorat aussi. C'est-à-dire un peu comme en 2012, c'est moins Sarkozy qui perd, c'est moins Hollande qui gagne que Sarkozy qui perd. Hein, mais il y a quand même beaucoup de voix qui sont apparues de partout, donc on savait pas très bien où elles étaient. Oui, je dois dire que bon, j'ai fait intervenu, j'ai écrit des articles là-dessus, j'ai trouvé que c'était tout à fait passionnant. Parce que, je le dis en passant, vous animez un blog que je lis avec beaucoup d'intérêt très souvent, qui s'appelle Vue de droit. Donc si les gens ont envie de savoir un petit peu un point de vue juridique qui ne soit pas celui de la presse habituelle, aller sur Vue de droit, c'est quand même un très bon Voilà, j'essaye de porter un regard critique sur l'actualité à partir de mon lieu d'énonciation, qui est la compétence juridique. Donc voilà, effectivement, Trump a suscité une haine irrationnelle qui a pris des proportions après le 6 janvier extraordinaires, hein, et je parle de la France, où on a tout justifié, quoi. On a justifié tous les excès, les interdits professionnels, la censure, etc. C'est bon, mais c'est comme ça. Alors, je reviens à la France. Une volonté politique de se servir de la justice pour combattre ses adversaires, et là c'est la gauche qui s'y met. La gauche politique, hein, quand je parle de la gauche, je parle du PS. C'est ce qui va nous amener à l'affaire Fillon ? Avant, il y a, pendant le mandat de Nicolas Sarkozy, il est dès ce moment-là la cible de tout un tas d'opérations. Il y a la fameuse affaire des sondages de l'Élysée, où Patrick Buisson est mis en cause, hein, et pas seulement, c'est extraordinaire. Et c'est déjà Serge Tournaire, que je qualifie de fournisseur officiel de mise en examen à Nicolas Sarkozy, qui est à la manœuvre. Bon, donc, toujours est-il que, pendant ce temps-là, en utilisant des mécanismes qu'il maîtrise bien, le Parti socialiste peuple la haute fonction publique judiciaire d'amis à lui. C'est-à-dire que, vous savez, c'est le système classique qui consiste, comme pour le Conseil d'État, quand vous arrivez au pouvoir, vous allez piocher au Conseil d'État, dans certaines administrations, des gens qui vont venir directement dans les cabinets, hein, et puis quand vous perdez le pouvoir, cela retourne dans leur corps d'origine, et en ce qui concerne les magistrats, à des postes un peu prestigieux, une espèce de spoil system à la française. Bon, pourquoi pas ? Simplement, la gauche avait les moyens, parce qu'elle a les deux principaux syndicats à sa disposition, le syndicat de la magistrature et l'Union syndicale des magistrats, qui représentent 80% des voix, qui sont pour l'un un espèce de gauchisme, socialisme gauchiste, et ensuite l'Union syndicale des magistrats, que je vais qualifier de centre-gauche, en général dirigée par des socialistes. Et là, la droite ne s'en occupe pas, hein, et on peuple comme ça cette haute fonction publique judiciaire d'amis du pouvoir, hein, qui, tout ça se combinant aussi avec une dimension culturelle, idéologique et sociologique au sein de la magistrature, parce qu'il faut voir comment elle est recrutée, cette magistrature, hein, ce sont les couches moyennes, hein, qui sont effectivement Bac plus 5, on passe le concours de l'École nationale de la magistrature, on y reste 3 ans, c'est très endogamique, c'est très corporatiste, et puis on sort avec un permis de juger. Hein, et on voit plus expérience sociale réduite à 0, compétences économiques non. Hein, donc il y a une proximité culturelle, idéologique avec la mouvance des couches moyennes de gauche, on va qualifier Bobo par exemple. Hein. Donc cet outil, il est organisé volontairement par François Hollande, sous cette forme actuelle. Il est organisé par François Hollande, qui
décide de finaliser l'outil, il profite de l'affaire Cahuzac, et il finalise cet outil où il a déjà des gens à lui qui ont été nommés par lui à la tête des grandes cours d'appel, dans les grands parquets, etc. Hein, et au pôle d'instruction financier, c'est le pôle d'instruction financier où ce sont des magistrats du siège, des juges d'instruction qui sont là, boulevard des Italiens, et où on s'est débrouillé pour n'y avoir que des amis. Mais dans votre livre, vous donnez une cartographie tout à fait complète du dispositif mis en place pour abattre Nicolas Sarkozy, qui est absolument sidérante. Je veux dire, il y a aucune, il y a uniquement la provenance que vous décrivez, etc. Et tous les gens bien pensants qui ont dit il y avait un cabinet noir à l'Élysée, etc. Il y a pas besoin de cabinet noir quand on a mis en place un dispositif pareil. Sauf qu'il y en avait un, mais je vais y revenir. En plus. Oui, alors c'est pas moi qui l'ai dit, je suis très tranquille, moi. Dans le livre, j'ai dit, voilà ce que disent 3 journalistes du Canard enchaîné, en pleine affaire Fillon. Ils sortent un livre, pas de chance, il leur a fallu le mettre sous la table, leur bouquin. Mais oui, il y a un dispositif très habile. C'est-à-dire qu'on a la haute fonction publique judiciaire qui est bien verrouillée. On a le pôle d'instruction, les magistrats instructeurs, qui sont à disposition, mais il faut une autorité de poursuite à sa main. Et donc, profitant de l'affaire Cahuzac, François Hollande crée 2 institutions, le parquet national financier, qui a une compétence nationale, c'est-à-dire que dès qu'il y a un dossier quelque part, hop, il peut le prendre. Et c'est lui ensuite qui a le monopole des poursuites dans ces matières-là, et il va alimenter le pôle d'instruction, c'est-à-dire les magistrats du siège, des affaires qui l'intéressent. Deuxième institution créée, la haute autorité administrative pour la transparence de la vie publique, je crois que c'est son nom. Enfin bon, des autorités administratives indépendantes, il y en a partout, mais celle-là est très intéressante parce que effectivement, elle a un droit de regard sur le monde politique très précis. Elle a des outils, elle a des liaisons avec des grandes administrations, on doit lui fournir un certain nombre d'infos, et naturellement, c'est Jean-Louis Nadal, grand ami du Parti Socialiste, qui est nommé à sa tête. Il vient de prendre sa retraite d'avocat, de magistrat. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que dans le fond, Hollande a mis en place un outil un peu exorbitant du droit commun français, mettons, qui juste pour régler ses comptes en politique juste avant les élections ou juste après les élections. Non, il a mis en place, c'est plus grave que ça. Il a mis en place une juridiction d'exception, parce que si vous combinez le parquet national financier, le pôle d'instruction des magistrats, les chambres du tribunal de Paris qui ont ensuite à juger les dossiers, quand vous voyez qui est procureur, Madame Champrenault, grande amie de Madame Royal, quand vous voyez qui était président du tribunal judiciaire à l'époque, Jean-Michel Ayat, aujourd'hui président de la Cour d'appel de Paris, vous avez tout un dispositif, c'est extraordinaire. Vous avez la poursuite, vous avez l'instruction, et ensuite les juridictions de jugement. Alors quelquefois la machine se grippe. C'est ce qui s'est passé avec la relaxe de Bernard Tapie. C'était une offensive anti-Sarkozy contre Bernard Tapie. Et on va voir ce qui se passe le 1er mars prochain, parce que après l'audience de l'affaire Bismuth, Alzibert, je veux dire, les journalistes se sont rendus compte que le dossier était complètement creux. C'est ce que j'avais entendu dire, oui. Bon. Donc, François Hollande fait ça, avec comme cible principale Nicolas Sarkozy. Il a qu'une peur, c'est que Sarko revienne. Et il s'en sert pour liquider Fillon, parce que quand Sarkozy est plus là... Alors, j'ai envie de rentrer dans les détails sur Fillon, parce que c'est quand même extraordinaire, et surtout, je vais revendiquer une forme de précocité. Dès le départ, j'ai dit complot, opération. Et donc, l'autre jour, quelqu'un m'a renvoyé et a republié sur les réseaux un article que j'avais écrit en mars 2017. C'était « Macron est-il dangereux ?» Et quand on le relisait, on s'apercevait que effectivement mes prévisions n'étaient pas mauvaises. Et assez rapidement, j'ai écrit toute une série d'articles en disant « Voilà ce qui va arriver à François Fillon ». Lui, il n'avait pas compris ce qu'il attendait. Toujours est-il que
les objectifs de François Hollande sont d'abord de se protéger lui. Il espère bien être à nouveau candidat en 2017. Il ne pourra pas. Il recevra des visites de gens qui vont venir lui dire non, on a tous les sondages et tout, faut partir. Et puis il faut adouber le successeur qui a été choisi. Emmanuel Macron est le candidat du Parti socialiste. Il faut être sérieux. Ils sont tous là. Ils liquident le pauvre Hamon qu'ils envoient se faire massacrer. Mais toutes les ressources, les hommes, les réseaux, etc. sont pour Macron. Et donc je reviens 2 secondes à François Hollande. François Hollande, il commence par protéger ses amis. Il y a une double fonction dans un premier temps. Protéger mes amis et taper sur mes adversaires. Voilà. Donc, instrumentalisation de la justice à des fins politiques, qui est le pire des dévoiements. Parce que bon, sur la justice, on parlera, moi je préconise quelques mesures, mais la justice, elle a une fonction dans une société, elle a une fonction de régulation, elle est là pour arbitrer les conflits, arbitrer les contradictions. Et en matière pénale, si un citoyen viole la loi adoptée légitimement par un parlement souverain, eh bien, à ce moment-là, on va soumettre les faits au juge. Le juge, il va, au travers d'une procédure contradictoire normée, minutieuse, il va essayer d'élaborer une vérité judiciaire, qui n'est pas la vérité objective, la vérité scientifique, l'histoire. Non, la vérité judiciaire. Et à partir de cette vérité qu'il aura établie, eh bien, il prononcera les décisions à forte valeur normative. Et en matière pénale, la violence légitime, c'est lui qui en dispose. Envoyer un gars 20 ans entre 4 murs, c'est difficile d'être plus violent quand même. Donc, c'est pour ça que pour protéger les innocents et pour nous protéger tous, il y a toutes ces règles qui font que le juge ne peut pas se prononcer n'importe comment. Et on a mis en place des garde-fous qui sont des garde-fous de liberté publique, au pluriel, Charles, au pluriel. Des libertés, il n'y en a pas qu'une. Des libertés publiques, et fondamentales. Et si l'on instrumentalise la justice à des fins qui ne sont pas les siennes, si par exemple, on veut faire, je vais prendre un exemple qui n'est pas politique, mais si, parce qu'il y a eu un grand fait divers qui a passionné les foules, etc., je parle de l'affaire Daval, du gars qui a tué sa femme, là, eh bien, je veux dire, on a voulu faire du spectacle. Et ça s'est fait au détriment de la régularité du procès, ça s'est fait au détriment d'un débat contradictoire normal, etc., etc. Bon, on dit la justice est là pour faire reconnaître le statut de victime. Non, la justice, elle est là pour appréhender les faits, établir leur vérité judiciaire et sanctionner. Donc, en matière politique, si on se sert de la justice pour abattre un adversaire, choisir un président de la République, ça ne peut se faire qu'en violation des principes. D'abord, c'est négatif, parce que la justice n'a surtout pas à être politique, et ensuite, elle va agir, et on le voit avec l'affaire Fillon, elle va agir en violation des principes. Je reviens 2 secondes à François Hollande. Est-ce que vous vous rappelez de Kader Arif ? Non, vous vous rappelez pas de Kader Arif. Je vous rappelle que le compte de campagne de Sarko en 2012 est rejeté. Bon, il se trouve que monsieur le secrétaire d'État aux anciens combattants Kader Arif, du premier gouvernement Ayrault, est mis en examen, il a démissionné. Plus jamais entendu parler de rien. Cette affaire dort paisiblement. Or, c'était quoi l'affaire ? L'affaire, c'était le parallèle de l'affaire Big Malion, qui va être examiné par le tribunal à partir du 1er mars, c'est-à-dire que vous aviez les frères d'Arif qui avaient géré la campagne de François Hollande et qui peut-être avaient fait un peu comme ce qu'on reproche à Big Malion, c'est-à-dire qu'ils avaient minoré les factures pour pas dépasser les plafonds avec les sanctions qui s'y attachent, et donc ils s'étaient récupérés après sur d'autres choses. Eux, c'était en faisant, c'est ce qu'on raconte, attribuer des marchés publics par la région Midi-Pyrénées à l'époque. C'était quand même assez grave tout ça. Autre affaire, donc elle dort, c'est-à-dire que les magistrats ont accepté de s'asseoir dessus.
délibérément. Autre affaire, il avait à l'époque de sa traversée du désert, François Hollande, il avait un factotum qui se débrouillait pour lui trouver un certain nombre de choses, etc. Il lui avait trouvé un poste, il était d'origine maghrébine, il lui avait trouvé un poste dans une collectivité locale, alors, il y a eu pas mal d'histoires, puis le gars a commis un certain nombre de faits qui étaient considérés comme des escroqueries, etc., etc. Donc, le parquet national financier s'est emparé de l'affaire, puisqu'il a une compétence générale, nationale. Il s'est emparé de l'affaire. Il peut s'autosaisir. Oui. Dès lors qu'il dit... C'est un peu contraire au droit français, non? Non, je vais... Parce que pour moi, j'ai pensé qu'un juge d'instruction ne pouvait pas s'autosaisir. Non, il faut bien faire la différence entre parquet. Oui. Le parquet... c'est lui l'autorité de poursuite, c'est lui qui décide de poursuivre. Donc il a l'opportunité des poursuites. C'est lui qui décide. Le juge du siège ne s'autosaisit pas, c'est un principe absolu. On ne choisit pas son juge. On n'a pas le droit de dire je vais prendre celui-là. Donc c'est celui qui est compétent territorialement, celui qui est compétent concernant la matière spécialisée, etc. En revanche, le parquet, c'est lui qui décide des poursuites ou pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire Oui, je termine sur le factotum. Le factotum, il a été poursuivi non pas après une information judiciaire confiée à un juge d'instruction, non, il a été poursuivi directement par le parquet. Et donc le parquet fait une citation directe et le tribunal est obligé de constater que la procédure est complètement nulle. Comme a dit l'avocat de la victime, on aurait voulu délibérément saboter la procédure, on ne s'y serait pas pris autrement. C'est en bouquin, moi je cite les journaux. Donc, c'est une affaire qui est quand même curieuse. Je reviens sur Arif. Quand on commence à parler de ces troublantes, ces faits troublants concernant la campagne électorale de 2012 de François Hollande, le parquet de Toulouse se saisit de l'affaire. Commence à travailler. La presse en parle un peu. Le parquet national financier arrive, il dit non, ça c'est de notre compétence, et part avec. Et depuis, le dossier dort paisiblement. Des exemples comme ça, on en a beaucoup. Et il y a Madame Lauvergeon aussi. Areva. Oui. Alors là, je pense que il y a des complexités. Alors, je suis pas compétent pour les identifier, qui sont aussi. Est-ce que ça explique aussi le truc? On a reçu ici Charles Pratt qui était là. Pourquoi ces 53 milliards, on a toutes les preuves et tout, puis personne ne poursuit jamais, quoi. Alors. On vous pose des tas de questions qui peut-être pas avoir réglé. Non. C'est des questions que se posent les Français. Elles ont un mérite. Ces questions, c'est d'être pertinentes. Elles ont un défaut, c'est qu'elles vont m'embarquer et que on va rester ici 3 jours. Vous allez nous chercher des sandwichs, vous allez voir, et du café pour demain matin. Non, le problème, c'est que oui, ce sont des problèmes liés à la dimension idéologique acquise par cette magistrature. Moi, je parlais là de l'instrumentalisation directement politique. Donc, François Hollande met en place quelque chose pour se protéger et taper sur ses adversaires. Et puis, il se trouve que il est coincé, il peut pas se représenter. Bon. Donc, quand je dis il est coincé, c'est qu'on lui a fait comprendre, ses amis lui ont fait comprendre que c'était pas possible, etc. Et donc, il paraît qu'il y avait des sondages qui disaient, je sais pas si c'est vrai, mais qui disaient qu'il était battu au deuxième tour par Marine Le Pen. On savait que Marine Le Pen serait au deuxième tour. Depuis les européennes de 2015, elle est à 29%. On sait qu'elle sera au deuxième tour. Donc, la question de qui l'accompagnera est décisive. Chacun sait très bien que celui qui l'accompagnera, du fait de l'effet Castor, il deviendra président de la République. D'où, le caractère crédible de l'hypothèse Macron, même si beaucoup disent non mais attendez, c'est peut-être un peu juste. Donc on a essayé d'abord Juppé qui a dit qu'il prendrait Macron comme Premier ministre, mais Macron n'a pas entendu de cette oreille. Et puis en plus Juppé a été battu aux primaires. Il a écrasé même. Donc s'il était deuxième, c'est parce que la gauche est allée voter pour lui, puisque c'était une primaire ouverte pour éviter que Sarkozy soit devant. Toujours est-il que arrive l'élection présidentielle de 2017, avec effectivement la surprise de la primaire de droite. Dans ces milieux-là, presse judiciaire, on s'imagine que c'est Nicolas Sarkozy qui va être candidat. Donc on se prépare.
Hein, on a déjà des dossiers en cours, il y a l'affaire Big Malion, il y a que sais-je encore, etc. Ça fait 5 ans qu'on se prépare en fait. Oui, tout à fait. Ça fait 5 ans qu'on... Non, je parle de 2017. Hein, c'est-à-dire que... Mais il préparait depuis que Sarkozy a été battu. C'est le bouquin de Philippe Cohn qui s'appelait C'était pas le plan, où on voit bien... Moi, j'ai toujours pensé qu'il voulait faire un coup à la Poutine. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait un homme de paille, et puis il revenait ensuite. Ce qui, en plus, la Constitution qui a été modifiée dit qu'on peut pas faire plus de 2 mandats consécutifs. Voilà. Hein, s'il y a des parenthèses, on peut. En revanche, c'est donc surprise de la primaire. Surprise de la primaire, c'est François Fillon. Hop, certains milieux se récupèrent rapidement, hein, et tombe au mois de février la fameuse affaire Fillon qui commence à ce moment-là. Je rappelle que en janvier, Fillon est à 24% dans les sondages et Macron à 16%. Et tout le monde dit François Fillon sera président. Sauf que, il démarre mal sa campagne, il a été quand même, dans toute cette séquence du printemps, particulièrement mauvais, mais... Il a été d'une légèreté incroyable. Il s'est mal défendu, ça a été, une catastrophe. Il a été un gibier, mais rêvé pour ceux qui avaient décidé de le liquider judiciairement. Donc, à ce moment-là, publication du Canard enchaîné, 9h du matin, 11h, le PNF lance sa procédure, les policiers filent à l'Assemblée nationale, toc toc toc, bonjour monsieur Barthelone, certes il y a l'immunité, il y a la séparation des pouvoirs, mais nous on voudrait rentrer et puis perquisitionner le bureau de monsieur Fillon. Mais qu'à cela ne tienne, monsieur Don Barthelone, bien sûr, allons-y, etc., etc. Donc, les premières auditions et le week-end suivant, en 10, pas le premier, mais le suivant, première publication par le journal Le Monde de violation du secret de l'instruction. De l'enquête, pardon. Important cette nuance. Il n'y a pas d'instruction encore, donc ça ne peut pas être un avocat qui a violé. Qui c'est qui a pu violer? Il n'y a que 2 personnes, les magistrats, les policiers. 2 autorités assermentées, dont la mission est de protéger la loi et de veiller à son application. Commence par faire quelque chose de très simple, par la violer. Ce qui est un scandale sans nom. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire que cette corruption? C'est pire que de la corruption financière, ça. Enfin, voyons. Le pauvre Fillon dépose plainte. La plainte dort dans un placard, comme toutes celles qui ont été déposées dans ces affaires, à chaque fois. Il n'y a jamais eu de condamnation dans ces affaires médiatico-financières, politico-financières, contre ceux qui avaient instrumentalisé la justice, parce que ce sont des extraits qui sont publiés, etc. Donc 47 jours de lancement fulgurant de cette procédure. Fillon trouve intelligent de venir dire à la télévision: si je suis mis en examen, je ne serai pas candidat. Qu'à cela ne tienne, monsieur, mais... On va le faire. Pas de problème, on va vous régler ça. J'ai écrit 3 semaines avant l'ouverture de l'information judiciaire. On devait être début mars. Je me suis amusé sur les réseaux à mettre en scène une petite scénette entre Sarkozy et Fillon, Sarkozy invitant Fillon à dîner. Donc j'ai fait les dialogues, je me suis amusé comme ça, et je fais dire à Sarkozy, qui dit: tu sais François, quand il va y avoir une information judiciaire, tu crois que... bien sûr, il y aura un juge d'instruction nommé, mais naturellement ce sera Tournaire. Tu crois que ce sera Tournaire? Mais enfin voyons. Et puis quand il t'aura mis en... Mais tu crois qu'ils vont me mettre en examen? Je m'étais amusé à faire jouer un rôle d'ingénu. Tout ça s'est passé. Pourquoi est-ce que il n'y a pas de art de la divination à la fac de droit, C'est simplement parce que je sais comment ça fonctionne. Je savais qu'il serait mis en examen, qu'il y aurait une information judiciaire, que c'est Tournaire qui serait nommé par monsieur Hayat, le président socialiste du tribunal judiciaire, etc., etc. Enfin, voyons, c'était une évidence. Moyennant quoi, 47 jours après le début de l'affaire, élection, les courbes se sont croisées et François Fillon a perdu les 4 points qui auraient tout changé. Et il a donc été liquidé judiciairement. Il a été liquidé judiciairement, certes parce que les magistrats qui s'en sont occupés
ont exprimé une vindicte vis-à-vis de ce garçon soutenu par Sens commun, les cathos, qui avaient des positions particulières sur l'avortement, etc. Il y avait, c'était alimenté par ces convictions-là, mais c'est parce que c'était une décision, une volonté que ce soit Emmanuel Macron. C'est-à-dire que je pèse mes mots. Et une volonté du corps de la justice. De la justice qui a rallié, comme l'ensemble du corps judiciaire, avocats compris, qui a rallié Emmanuel Macron. Le problème, c'est que... Mais ils n'ont pas simplement rallié, ils l'ont fait élire. Oui, c'est-à-dire dans leur à mes consciences de citoyens qui votent pour Macron, ça m'est complètement égal, mais qui manœuvrent l'appareil judiciaire pour faire élire quelqu'un d'autre, c'est là qu'est le crime, non? Alors, mais bien sûr, puisque quand je dis ils se sont ralliés à Macron, ils se sont ralliés professionnellement à Macron et ils l'ont choisi pour être le président. Je pèse mes mots en le disant. Aucun avocat en France, aucun magistrat ne peut dire qu'il a vu se dérouler une instruction comme s'est passé le début de l'instruction de François Fillon. Personne. Celui qui vous dira ça est un menteur. 47 jours comme ça, toute allure, dans la presse, tout ce qui s'est produit, la fulgurance et le soutien, y compris par les hautes autorités judiciaires, je veux dire, personne n'a jamais vu ça. Il y a eu un communiqué commun entre le procureur général et le premier président de la Cour pour soutenir ce qui se passait. Le communiqué n'est plus sur le site de la Cour de cassation. Vous tombez sur 404 quand vous le cherchez. Moi, je m'en fiche, je l'avais pris. Mais ils ont donc soutenu. Ils ont ils sont ralliés politiquement la candidature d'Emmanuel Macron. Et ils ont agi, pour ceux qui ont agi, avec le soutien du corps, ils ont agi pour disqualifier son adversaire, ce qui fait qu'à partir du moment où il était au deuxième tour, il était assuré d'être président de la République. Donc moi, je pèse mes mots, je dis que là... C'est un coup d'État. Ah oui? Légal. C'est un coup d'État. Entre guillemets. Non. C'est illégal fait par les représentants de la loi, enfin par les juges. Si vous voulez, moi je considère que l'arrivée d'Emmanuel Macron à la tête de la République française, c'est produite dans l'illégalité. Vous avez eu des violations concernant le financement des campagnes. Vous avez eu des dons interdits de personnes morales de droit public. Vous avez eu des déséquilibres médiatiques les premières pages de tous les magazines approfondis, etc., qui ont complètement déséquilibré tout ça. Et vous avez eu également les grands intérêts qui se sont mobilisés. Regardez, vous avez un parlementaire français qui s'appelle Olivier Marleix, qui sort un bouquin dans quelques temps qui s'appellera Les liquidateurs et qui parle, il a présidé la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Alstom, et il parle de ce qui s'est produit, par exemple, pour l'affaire Alstom. Quand Emmanuel Macron est arrivé à Bercy, que Montebourg lui a laissé la place. Montebourg avait pris, pour cette affaire, avait pris un cabinet d'avocats anglo-saxons qui a fait un travail important, payé cher, parce qu'ils sont chers, mais il avait bien fait le boulot. Il y avait un problème lié à l'offensive américaine, avec les questions d'extraterritorialité, etc. Et il y avait les problèmes avec la Commission de Bruxelles, qui posait ses conditions, etc. Et donc, le boulot était fait, et Emmanuel Macron est arrivé, il a viré immédiatement ce cabinet, d'autres ont été choisis. Il y a eu pour plus de 200 millions d'euros d'honoraires qui ont été versés. C'est dans le rapport de la commission d'enquête, je le cite, parlementaire, et qui dit, Marleix dit, mais c'est curieux, tous ces gens qui ont été honorés de cette façon-là, alors que le boulot était en grande partie fait, tous ces gens, on les a retrouvés parmi les contributeurs de la campagne d'Emmanuel Macron. Donc il a transmis au parquet en disant, y aurait-il pas eu un petit problème de corruption? C'est peut-être une façon de payer pour Macron au travers de contrats publics. Je dis ça, je dis rien. Alors écoutez, tout ça est passionnant, mais comme vous le savez, le temps tourne. Et je voudrais rappeler quand même à tous nos auditeurs que tout ça est expliqué dans ce livre, écrit par Régis de Castelnau, Une justice politique, et que dans le fond, maintenant, il faut nous dire ce qu'il faut faire. Parce que moi, je termine toujours en disant aux gens, bon, c'est bien joli, vous grognez, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais moi, je vais proférer quelques blasphèmes. Vous êtes ministre de la Justice ou vous êtes président? Je vais proférer des sacrilèges, évidemment. Allez-y, c'est pour avant, juste un petit truc.
juste quelque chose, c'est que ils se sont ralliés à Emmanuel Macron, ils ont choisi Emmanuel Macron, mais ils peuvent changer d'avis. Ils viennent de le montrer en ce moment avec la lutte qu'ils mènent contre Éric Dupond-Moretti, les plaintes qu'il dépose, etc. Ils sont en train d'envoyer des messages à Emmanuel Macron, et pas seulement. Ce qu'on a entendu sur la nouvelle affaire qu'on essaye d'ouvrir sur Nicolas Sarkozy, c'est qu'on a peur qu'il revienne. Moi je suis très inquiet, je me dis, dans la période qui s'ouvre, il n'est pas du tout exclu, ils l'ont déjà fait, que le corps des magistrats s'ingère à nouveau dans le processus électoral de 2022. On a cherché des poux à des gars qui seraient dangereux. Je signale que les deux candidats déclarés aujourd'hui légitimes avec des bons scores en 2017, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, sont tous les deux dans une seringue judiciaire, une ou plusieurs. Quand ils veulent, on peut leur faire des misères, et ça a déjà été fait. Je veux dire, comme vous voyez la caricature de l'affaire Fillon. Bon, alors, quelles mesures pourrait-on prendre concernant, qui serait de nature à assainir? Je ne propose pas ce qui s'est fait en 1883, quand la Troisième République a fait voter une loi suspendant l'inamovibilité des magistrats pendant 6 mois. On a oublié ça, c'est extraordinaire. 70% de la magistrature a été mise dehors, c'est-à-dire que les républicains de la Troisième, qui savaient être des gens à poigne, ont considéré que les magistrats étaient trop ancien régime, etc. Hop, ils ont mis de l'ordre. Bon, donc c'est pas ce que je propose. C'est pas ce que je propose. Non, je pense qu'il y a une mesure urgente à prendre, qui est celle de la séparation radicale des fonctions de poursuite, qui doivent relever de la légitimité de l'exécutif, et des fonctions de juge du siège. Et que ces juges du siège ne doivent pas avoir la possibilité de créer des organisations syndicales. On supprime les organisations syndicales qui nécessairement se sont transformées en officines politiques. Vous allez sur leur site, il n'y a que des considérations sur les textes de loi qui sont en discussion à l'Assemblée. Je trouve ça totalement anormal. Renforcement du devoir de réserve, c'est-à-dire l'insoupçonnabilité du magistrat. Je ne serais un peu d'accord. Je rappelle que la justice fonctionne sur le principe de défiance vis-à-vis de l'homme juge. Sinon, pourquoi le double degré de juridiction, pourquoi la collégialité, pourquoi la Cour de cassation, pourquoi les procédures, etc., etc. Et comme je disais à mes étudiants, je fais confiance à la justice de mon pays est une imbécilité, je pèse mes mots. Qui fait rire dans tous les bars d'ailleurs. Mais bien sûr. Si vous voulez faire rire quelqu'un, vous dites ça dans un bar. Mais non, mais il faut faire confiance. Mais non, mais attendez, le principe même de la justice repose sur la défiance. Et j'ajoute à mes étudiants, il ne faut pas faire confiance à la justice parce que précisément elle est rendue par des gens comme moi. Et bien donc, on va avoir une collégialité, on va mettre des tas de gens autour de moi, il y aura un double degré, etc., etc. Bon, toujours est-il que sur les mesures à prendre, je pense que cette séparation radicale, avec un devoir de réserve renforcé, et des magistrats, des non-magistrats, des fonctionnaires qui seront les autorités de poursuite, comme aux États-Unis, les avocats de la République, dans ce cas-là, et qui seront donc soumis à la hiérarchie. Eux peuvent se syndiquer, il n'y a aucun problème, mais le juge du siège, non. Il y a la question du recrutement. Je pense qu'il faut, là je vais me tourner, bien que n'étant pas un grand adepte du droit anglo-saxon, vers la Grande-Bretagne. On prend les meilleurs avocats. Alors on mixte, c'est-à-dire que en Israël aussi on fait ça. Bon, on essaye de bâtir des gens qui ont déjà montré qu'ils étaient compétents et qu'ils avaient du caractère. Avec une véritable expérience sociale, et etc. Donc je dis pas que les magistrats français sont mauvais, mais malheureusement ils sont dans une espèce de cocon, ils sont dans un espèce de ghetto, et au bout du compte, je veux dire, leur corporatisme est trop puissant, et ils se sont constitués en un corps dont l'actualité récente nous démontre que ils sont politisés. Les démarches entreprises contre Éric Dupond-Moretti sont des démarches à caractère politique. Au-delà de leur irrecevabilité juridique et judiciaire, que j'affirme, il n'empêche quand même que, je veux dire, les magistrats et des syndicats de magistrats représentatifs quand même, qui veulent désigner le garde des Sceaux après le président de la République, ça commence à faire beaucoup quand même. Donc ça, ce sont deux mesures qui seraient très importantes. Renforcement, bien évidemment, avec le devoir de réserve de la discipline.
De la discipline, je c'est pas pour la mort des pêcheurs, mais clairement, actuellement, et on le voit bien avec l'affaire du mur des cons, qui était un pur scandale, la seule sanction, c'est une procédure qui n'avait rien à faire là, une procédure pénale de la loi sur la presse, la loi de 1881, alors qu'on aurait dû aboutir à des sanctions disciplinaires, voire à des radiations. Parce qu'attendez, c'est quand même incroyable d'en arriver à ce qui constituait quand même un dévoiement qui a coûté cher à la magistrature, parce que la défiance vis-à-vis de l'institution, elle s'est complètement étendue à la magistrature. Faut pas qu'ils s'imaginent que ce sera facile d'y mettre fin. Donc voilà, ça ce serait déjà des mesures très fortes. Il y a également une question de moyens, c'est-à-dire que le service public de la justice, dès lors qu'on a des exigences, il faut lui donner les moyens d'accomplir ses missions. Et hélas, je veux dire, quand vous allez à Bercy et que vous demandez des augmentations de budget, c'est la croix et la bannière. Et en général, les gardes des Sceaux soit capitulent très vite, sauf Urvoas, celui qui est resté très peu de temps, qui avait succédé à Taubira, qui lui avait compris l'ampleur de la crise matérielle dont souffre la justice et qui avait essayé d'améliorer tout ça. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de mettre des pansements sur des jambes de bois, mais de donner, avec l'exigence de donner à la justice les moyens d'accomplir sa mission en la rappelant à ce qu'elle est. Et puis, le passé, certes, est le passé. Si on décide de faire ce qu'il faut, il faut s'en donner les moyens. C'est-à-dire qu'il faut revenir sur ce qui s'est passé, demander des comptes, parce que quand j'apprends que Madame Houlette, qui a fait une enquête pendant 5 ans, en violation du secret professionnel des avocats, une enquête secrète pour savoir s'il y avait une fuite permettant à Nicolas Sarkozy et son avocat de prendre un autre téléphone, on lui dit mission de l'inspection générale des services judiciaires, toutes les grandes administrations, il y a une inspection générale, il dit non, j'irai pas. Non. Moi, je n'ai pas de compte à rendre, donc je ne réponds pas aux convocations de la mission de l'inspection générale des services. Mais pardon, les policiers, ils y vont. Tous les hauts fonctionnaires, il y en a dans chacune des grandes administrations, des grands corps de l'État, il y a une inspection générale, on vous convoque, vous y allez. Ah non, elle estime que non, elle n'a pas à y aller, et elle est soutenue par l'ensemble du corps. Donc ça, je pense qu'il faudra revenir sur cette chose-là. Et c'est d'autant plus important que, je dis, on a le risque d'une ingérence dans le processus. À nouveau. Et après, admettons qu'il y ait une alternance. Qu'il y ait, alors là, j'ai aucune idée de qui, de comment, mais admettons qu'il y ait quelque chose qui arrive au pouvoir qui ne leur convienne pas. Ils peuvent tout bloquer. Mais bien sûr. Ils peuvent tout arrêter. Ils peuvent tous les décrets qui leur plaisent pas, ils sortent pas. Donc... Et surtout, ils peuvent intervenir, ils peuvent faire des procédures, poursuivre telle ou telle... sans aucune raison. Ils trouveront toujours, vous savez ce que disait Richelieu, donnez-moi 10 lignes de la main d'un homme, je trouverai le moyen de le faire pendre. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on voit aux États-Unis, où la procédure judiciaire est devenue la punition. C'est-à-dire que ça prend tellement longtemps, ça coûte tellement cher, que les types sont liquidés avant même qu'on ait pu prouver quoi que ce soit, pour ou contre eux, quoi. C'est-à-dire c'est la procédure qui devient la punition. C'est très grave. C'est très grave parce que c'est très important. Le préjudice en matière politique, je dis bien en matière politique, le préjudice, c'est la mise en cause initiale. Oui. C'est la mise en cause initiale. Je regardais sur les réseaux, il y a eu donc le PNF qui dit j'ai encore ouvert quelque chose contre. Donc beaucoup de gens se mettent à rigoler en disant attendez, ça va s'arrêter quand tiens, on lui a pas demandé où est-ce qu'il était la nuit où le petit Grégory a disparu, etc., etc. Mais il y a plein de gens qui considèrent que la simple information de Mediapart, vos condamnations. Et beaucoup de gens de bonne foi. Donc il n'y a pas de fumée sans feu. Puis il y a cette espèce d'inculture juridique et judiciaire. Alors ça, c'est vrai que les anglo-saxons ont pas mal à nous en montrer là-dessus.
mais où effectivement on considère que taper sur l'adversaire par des biais... Je vais essayer de résumer, et puis on va, parce qu'il faut pas, sans ça, comme vous le dites, on en a pour 3 jours d'émission à filmer, ce qui serait passionnant d'ailleurs, parce que j'apprends plein de trucs. Mais dans le fond, ce que vous dites, c'est que notre justice est malade. Je constate que, dans le fond, tous les domaines régaliens sont malades. Oui. Parce que quelque part, ils ont été gangrénés par la même, mais quelque chose de similaire, qu'on parle de la police, de la justice, de la diplomatie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des tas, dans le fond, l'État est en train de se faire bouffer par la politique. C'est ce que vous dites? L'État qui était à l'origine de la France, si vous voulez. Moi, oui. je suis libéral, mais il y a quand même quelque chose qui est l'État. Alors, je suis pas libéral comme vous, mais je le dis dans le bouquin d'ailleurs, je dis la caractéristique de la France, c'est que c'est un pays assez hétérogène, au plan géographique, au plan ethnique, etc., mais qui a été fondé et qui est arrivé là où il est grâce à l'État, et un État fort. Bon, il y a un État fort en France. Mais un État fort, ça veut pas dire un État obèse. Oui. Ah, je l'attendais, ça, mon cher Charles. Voilà, non, mais c'est évident. C'est-à-dire que... Surtout que je suis d'accord. Et la gravité, là, aujourd'hui, c'est que c'est dans ses fonctions régaliennes qu'il est terriblement affaibli. Alors, il y a effectivement une politisation, mais au sens politicien du terme. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que si c'était des grands enjeux, si on disait, bon, la force de l'ordre doit être ceci, voilà ce que une stratégie judiciaire, une politique pénale, je dis pas, mais c'est pas le cas. Et quand on voit ce qui se passe concernant la répression, par exemple, de la délinquance qui pourrit la vie des Français, ce qu'on a vu cet été dans les centres-villes et tout, effectivement, on est affaibli parce que le laxisme dont on parle, au début, j'étais réservé sur l'expression, puis je constate que c'est une réalité. D'abord, il y a la question des moyens, et ensuite, il y a la question d'une forme de complaisance. D'une forme de complaisance qu'on retrouve dans ces couches particulières que sont les couches moyennes qui alimentent la magistrature. La magistrature, dans le fond. J'ai lu un jour un livre faudra que je retrouve le nom, mais il disait qu'il faut faire une distinction essentielle entre la politique et le politique. C'est-à-dire que le politique, c'est s'intérêt, et l'État régalien, c'est le politique. Et ces fonctions régaliennes sont tuées par la petite politique de faire condamner le gars aux élections suivantes. Donc on est en train de complètement renverser la proposition. On a mis la politique au-dessus du politique. Et je crois que c'est vous le décrivez fort bien dans votre livre. Encore une fois, ce que je me tue à dire aux gens qui regardent nos émissions, c'est à quoi ça sert que du croc ils se décarcassent. Si on fait venir des gens comme vous, Régis, c'est pour vous acheter leurs livres et que vous réfléchissiez en tant que citoyen sur ce qu'il y a dedans. Nous, on n'a pas d'objectif si ce n'est une meilleure formation des citoyens. C'était celui que j'avais en disant, attendez, je vais vous donner un point de vue dont on ne parle pas, je vais essayer de ne pas être hypocrite ou de surmonter cette hypocrisie à laquelle on est confronté. Oui, on a un gros problème avec notre justice, et si on n'y prend pas garde, je veux dire, on va avoir un énorme problème démocratique. Voilà. Merci beaucoup. J'ai interviewé des tas de gens, mais ça me rend pas optimiste, mais quelque part, je me dis, c'est pas grave, parce que au moins les problèmes sont exposés.